L'invité politique de Guillaume Durand sur Radio Classique et Paris Première. Première question toute simple, saviez-vous? Non. Je pressentais, je sentais, mais non, je ne savais pas. Mais pour les raisons qui ont été expliquées par Guillaume Tabar, à savoir qu'il s'agit moins d'un renoncement que d'un empêchement? Parce que une analyse à la fois objective, politique, de cette séquence incroyable qui s'est déroulée au cours des 15 derniers jours, et puis aussi une intuition, ce que je sais de l'homme François Hollande, qui est un ami depuis 35 ans, dont j'ai été en effet le directeur de campagne et le ministre, que je vois comme commissaire européen, me faisait penser que il devait réfléchir d'une manière plus lucide que d'autres. On s'est beaucoup moqué pendant la campagne présidentielle et après 2012 de l'idée d'un président normal. Mais cet homme est à la fois exceptionnel, parce qu'on ne peut pas être président si on est juste normal. La décision qu'il a prise est une décision hors norme, mais sa réflexion a été celle d'un homme qui est resté finalement assez lucide, assez humble, capable d'introspection, d'interrogation, et de se demander tout simplement, suis-je en situation? J'imagine que pour lui, qui est en pleine forme physique, en pleine forme intellectuelle, qui est plus jeune que François Fillon, qui a 10 ans de moins que Donald Trump, c'est une décision extraordinairement difficile et en effet très douloureuse. Mais s'il l'a prise, c'est parce qu'il a estimé qu'il ne pouvait pas et qu'il ne devait pas, compte tenu de la situation de la gauche. Il semble que Ségolène Royal ait joué un rôle assez important dans cette affaire-là. Non, ça, je n'entre pas là-dedans. Je sais qu'il pouvait y avoir ceux qui étaient pour, ceux qui étaient contre, ceux qui étaient rationnels en pensant à la logique institutionnelle, qui poussaient plutôt à ce qu'un président se représente. Ça s'est toujours passé. Ceux qui regardaient, au contraire, l'état de l'opinion et l'état de la gauche. Et puis, même parmi ceux qui l'aiment, j'imagine, parmi ses amis, dans sa famille, il pouvait y avoir plusieurs types de réflexions, tant la situation était compliquée, parce que d'un côté, il y avait, c'est vrai, des sondages qui montraient une réélection plus que difficile, et de l'autre côté, il y avait cette logique institutionnelle qui poussait plutôt à la candidature. Il a fait ce choix, qu'honnêtement, personne n'avait fait avant lui, et que peu d'hommes auraient fait. Est-ce que vous considérez que c'est Manuel Valls qui l'a poussé à renoncer? Je ne veux pas entrer là-dedans. C'est une question. C'est une question, mais vous savez, vous l'avez dit, je suis commissaire européen, cette fonction me préserve de répondre à certaines questions. Mais est-ce qu'il est l'héritier? Il n'a pas prononcé son... Ça, c'est une toute autre situation, parce que, une autre question. À partir de maintenant, nous entrons dans une autre phase, qui est celle d'une primaire de la gauche socialiste, pour l'essentiel, sans le président de la République. Le président de la République avait une capacité, qui était une capacité à rassembler, j'allais dire, par fonction. Il se trouve que tous ceux qui sont candidats à la primaire, et même parfois hors primaire, comme Emmanuel Macron, ont été ministres de François Hollande, à un titre ou à un autre, sont comptables du bilan, ne peuvent pas s'en affranchir. Maintenant, on est dans une toute autre situation, c'est-à-dire que la prééminence institutionnelle ne se transfère pas automatiquement. Et donc, cette primaire, elle va être extrêmement compétitive, au bon sens du terme. Elle va être une primaire de clarification idéologique. Et là, pour le coup, ce qu'il faudra regarder, c'est ce que les différents candidats ont à dire. Je connais Manuel Valls, son énergie, ses capacités, je les vois comme Premier ministre. Je ne sais pas encore ce qu'il dira comme candidat, quelle ligne politique il défendra. Moscovici. Non, parce que vous avez forcément connaissant toute cette équipe. C'est une analyse à laquelle je pense vous pourriez prêter attention, oui, mais qui est de considérer qu'il n'y a pas de transfert automatique de légitimité, qu'il y a une primaire compétitive. Il n'y aura pas de procès, il y aura moins de procès. Et qu'on va juger les candidats à ce qu'ils proposent et aussi à la façon dont ils assument ou pas le bilan. Et donc il était très logique, me semble-t-il, que le président de la République, effectivement, lui-même n'opère pas ce transfert de légitimité et ne donne pas de consigne de vote. Alors, donnons dans la réflexion, puisque justement, on va l'aborder avec votre livre dans un instant. Beaucoup de gens considèrent que c'est la fin de la gauche, disons version François Mitterrand, c'est-à-dire de mettre dans une même union des gens qui ont une position ou des positions totalement contraires. Est-ce que c'est pas, ou est-ce que ce n'est pas justement l'analyse que fait Emmanuel Macron? C'est-à-dire que le renoncement de François Hollande, c'est aussi la mort de la gauche version François Mitterrand. Il est évident que de toute façon, il y a une réflexion à avoir sur un certain logiciel qui a été celui du Parti d'Épinay en 1971, sur la manière dont l'unité de la gauche a fonctionné jusqu'à présent.
À l'évidence, on est aujourd'hui devant une fragmentation sans précédent, et c'est cette fragmentation qui explique pour une large part l'impossibilité de la candidature de François Hollande et la leçon qu'il en a lui-même tirée. Et donc on n'est pas du tout dans le paysage du début des années 70, avec deux partis, le Parti communiste et le Parti socialiste, les deux unis finalement relativement, et puis étant capables de construire des alliances solides. On est devant un paysage pulvérisé. Il a prononcé un mot. Il a prononcé un mot, François Hollande. Il a prononcé le mot de progressiste. Alors c'est celui que met en avant Emmanuel Macron toute la journée. Tout ça, Guillaume Durand, est à repenser. Après, je continue de penser, pour ma part, qu'il y a, dans la sociologie du pays, dans la psychologie du pays, et puis dans l'organisation de toute vie politique, une gauche et une droite. Et que donc, c'est bien la gauche qu'il va s'agir de reconstruire. Et là, vous me demandiez tout à l'heure ce que je pouvais penser de telle ou telle candidature. Moi, il y a une seule chose qui me préoccupe, j'allais dire comme socialiste, parce que je le suis, social-démocrate, je le reste, c'est que la compétition que sera la primaire du Parti socialiste ne soit pas un moment de division absolue. Il faudra forcément que ceux qui participent à cette compétition disent un de nous va gagner la primaire, il sera le candidat de tous. Ça, c'est la base, sans laquelle un parti n'existe pas ou plus. J'ai une liste des plus et des moins, justement, du quinquennat de François Hollande, avant qu'on me parle, justement, de votre livre, parce que l'Europe est un sujet important, justement, dans la bataille qui va avoir lieu. Dans les plus, on peut considérer, mais c'est tout à fait contestable, qu'il y a le Mali, Sangaris, les comptes publics assainis, le mariage pour tous, et l'accord mondial sur le climat, bien que le mariage soit totalement contesté à droite. De l'autre côté, vous avez le chômage, Trier-Veller, Cahuzac, Thévenoud, les frondeurs, la déchéance de nationalité. Au fond, qu'est-ce qui a plombé ce quinquennat ? Vous permettrez que je ne fasse pas le bilan du quinquennat de François Hollande en 3 phrases. La seule chose que je peux dire, c'est qu'en l'écoutant hier, les Français ont eu matière à réflexion. Et qu'ils doivent se dire, pendant ce quinquennat, est-ce que l'économie du pays a avancé ? Il y a des hauts et des bas. Mais il y a aussi des progrès, notamment dans la compétitivité. Là, je le juge de là où je suis, dans les finances publiques. Est-ce que la cohésion sociale a été préservée ? Est-ce que la parole de la France dans le monde a compté ? Est-ce que la sécurité des Français a été assurée ? Et au fond, je dirais que il y a forcément des lacunes, il y a forcément des erreurs. Et je crois que maintenant, ce que doit faire la gauche, notamment, c'est une leçon de lucidité sur ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, une leçon de cohérence intellectuelle, qu'est-ce que c'est que la gauche au XXIe siècle, une leçon d'unité, comment est-ce que nous sommes capables de bâtir effectivement une nouvelle alliance des progressistes, moi ce mot-là ne me gêne pas, mais être progressiste, je le dis à qui veut l'entendre, c'est être de gauche fondamentalement, ça je le crois. Et Macron l'a toujours dit. Il a dit qu'il n'était pas socialiste, mais il n'a pas dit qu'il n'était pas de gauche. Je ne veux pas non plus commenter ça, puisqu'il dit qu'il est aussi et de droite et de gauche, ou avec des gens et de droite et de gauche. Le progressisme doit être, à mon avis, caractérisé. Et pour l'essentiel, vous voyez qu'une droite aujourd'hui n'hésite pas à s'afficher comme conservatrice. Je pense que la gauche ne doit pas hésiter à s'afficher comme progressiste. Et donc, et c'était là où je voulais en venir à travers ce long détour, il y a eu beaucoup de choses honorables qui ont été faites dans ce quinquennat. Et François Hollande est un homme digne et honorable. Il ne méritait pas l'accablement dont il était l'objet, même si, bien sûr, le fait qu'il renonce montre aussi qu'il y a eu des choses qui n'ont pas fonctionné comme il l'aurait attendu ou comme cela aurait dû être le cas. Dans S'il était minuit en Europe, vous défendez évidemment l'Europe, expliquant ses difficultés, considérant que le Parlement européen joue un rôle qui est non négligeable, qu'il faudrait qu'il y ait un budget de l'euro et une véritable politique économique commune. Est-ce que vous considérez que tout ça va être pris en compte par la campagne électorale à un moment justement où le populisme, les souverainistes dans beaucoup de pays tiennent la dragée haute ? Je le souhaite. Je crois que c'est indispensable que les Français sachent, en allant aux urnes en 2017, ce que leur futur président ou ceux qui prétendent à leur vote ont à dire sur l'Europe, parce que l'Europe est tellement présente dans leur vie pour la sécurité, pour l'économie, pour la cohésion sociale. Pensez par exemple à tout ce qui concerne les travailleurs détachés ou les réfugiés, la justice fiscale. Bon, et donc faire de l'Europe une absente, ce serait plus qu'une erreur, ce serait une vraie faute. La deuxième chose, c'est que j'observe qu'elle n'y est pas présente. Et ma troisième remarque, et là je me retourne vers la primaire de la gauche, c'est vous me demandez moi ce que je pense. Il y a un critère qui orientera mon jugement le jour où j'irai voter pour cette primaire. Ce sera quel est l'homme ou la femme de gauche socialiste qui est capable de marier la social-démocratie et l'Europe. Une gauche qui n'est pas européenne ou une gauche qui est anti-européenne, pour moi, elle est au revers de ses fondamentaux. Et donc, ça fait partie des fondamentaux. Est-ce que nous aurons demain en France une gauche social-démocrate, réformiste, européenne, réaliste,
pragmatique, ou bien est-ce que nous irons vers autre chose? Mais là-dedans, l'Europe est sans doute un critère absolument central, et je trouve qu'au Parti socialiste notamment, ça fait des années qu'on n'en parle pas suffisamment, qu'on n'en parle pas assez précisément, et pour le dire clairement, qu'on n'en parle pas assez bien. Pierre Moscovici, la dernière question. Alain Juppé a fait toute une campagne en expliquant que l'Europe était très importante pour lui. Est-ce que vous considérez que le programme de François Fillon est compatible avec justement ce qui se fait actuellement en Europe? François Fillon est un homme d'État responsable qui a cette préoccupation européenne. On sait qu'il a aussi une filiation plus souverainiste. Il a été ce qui il a voté non en 92. Il a voté non en 92 au traité de Maastricht. Mais je pense pas qu'il faille faire de procès a priori à des candidats. Il faut les juger sur leur programme et sur leurs actions. Le livre de Pierre Moscovici s'appelle « S'il est mignon en Europe ». Il est publié aux éditions Grasset, le voici. Merci d'être venu sur notre antenne et bonne journée à vous. Donc, nous allons enchaîner avec la revue de presse de Michel Grossior. Les journaux ont été évidemment stupéfaits par ce qui s'est passé hier soir. C'est Nicolas Piron qui viendra donner le rappel des principaux titres de l'actualité. Et après, nous retrouvons Luc Ferry et Philippe Tesson. Bonne journée donc.